On va présenter dans ce webinaire les métiers de la cybersécurité, les formations pour accéder à ces métiers. Et aussi, on donne la parole à quelques sepsiciennes avec nous qui vont parler de leur parcours dans la cybersécurité. Ce n'est pas forcément leur métier de base, mais elles sont arrivées vers ce métier. Donc, sans trop tarder, je vous présente les intervenants ce soir. Nous avons avec nous Mounir Chaban qui va présenter la première partie du webinaire, c'est-à-dire les métiers de la cybersécurité. On va aussi avoir avec nous Natacha, Laetitia, Aline, Isabelle et Valérie, chacune un parcours formidables qui vont se présenter d'abord. On va commencer par vous présenter Natacha. Natacha, à toi la parole. Bonjour, donc je m'appelle Natacha Bakir. Je suis consultant cybersécurité chez HP aujourd'hui et je suis arrivée donc dans la cybersécurité assez tard puisque j'étais commerciale pendant 10 ans avant ça. Merci Natacha. Laetitia n'est pas avec nous. Laetitia, elle va arriver. Aline. Bonjour à tous, je m'appelle Aline Barthélémy, je suis RSSI, enseignante et conférencière. Ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille dans le monde de la cyber, mais j'ai commencé en tant que responsable dans la supply chain, donc un virage. Merci. Isabelle, à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Narboni. Donc, je suis consultante en conduite du changement. Donc, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les utilisateurs sur les outils numériques. Et depuis plusieurs années, effectivement, j'effectue aussi des sensibilisations aux risques cyber. Ouais. Merci Isabelle. On va écouter ton merveilleux parcours tout à l'heure. Valérie. Oui, bonjour à tous, Valérie Quignot. Je suis responsable d'une équipe de développeurs de solutions analytiques et je suis également responsable de la plateforme qui héberge ces solutions. Merci Valérie. Mounir. Oui, alors bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc moi, Mounir Chaban. Désolé, j'ai des problèmes de casque. Moi, je suis actuellement consultant en cybersécurité, notamment sur les notions d'analyse de risque et de gouvernance de la cybersécurité au sein des organisations. Et je suis aussi conférencier en sécurité économique auprès de l'école militaire de Paris. Voilà. Merci à tous. On va commencer. Laetitia, je te laisserai te présenter tout à l'heure. Vous avez à droite de l'écran des onglets pour poser des questions. Steph et Manon sont avec nous pour prendre vos questions et on répondra à la fin de ce webinaire, ou bien vous pouvez avoir des réponses de suite. Donc, je commence déjà par présenter le CEF6. Pour ceux qui ne connaissent pas le CEF6, c'est une association créée en 2016 en marge du FIC pour promouvoir la place de la femme dans le domaine de la cybersécurité. Nous comptons aujourd'hui un peu plus quand même 200 adhérentes. Je suis en tant que présidente de cette association aussi un des membres fondateurs de la fondation Women for Cyber. Nos objectifs, au-delà de la promotion des métiers de la cybersécurité auprès des femmes qui souhaitent soit accéder à ces métiers, soit se reconvertir. Et d'ailleurs, les témoignages de ce soir des sepsiciennes n'ont pas forcément une formation de base ni dans l'informatique, ni dans la cybersécurité. Et pourtant, aujourd'hui, elles sont dans le métier totalement épanouies à faire ce métier. Nous avons aussi d'autres objectifs, notamment l'objectif, la sensibilisation à l'usage sécurisé
du numérique, notamment. On intervient dans les écoles et dans les collèges. On a des relations avec l'Académie de Versailles pour sensibiliser les tout petits à l'usage sécurisé du numérique. On a aussi plusieurs relations avec l'ANSSI dans le cadre du mois européen de la cybersécurité. On est acteur et partenaire depuis 3 ans. On est aussi partenaire du cybercercle. On fait le tour de France avec le cybercercle, aller chercher et puis aller à la rencontre des femmes qui sont dans diverses régions de France. On est aussi partenaire de l'école, d'une école de formation où on a lancé l'année dernière une formation de 15 femmes à la cybersécurité sur les métiers techniques. Donc aujourd'hui, on existe dans le paysage, puis on a aussi plusieurs relations avec les lundis de lieu, on a des relations aussi avec beaucoup de structures et d'entreprises qui nous aident, qui sont sponsors et sponsorisent nos travaux. Sans plus tarder, je laisse la parole à Mounir pour nous parler du sujet aujourd'hui. Et on est vraiment dans une situation, on l'a vécu avec le Covid, où les attaques se sont quand même multipliées, profitant d'un ensemble de vulnérabilité, d'insuffisance, puis une situation de stress aussi, le télétravail, donc tous ces aspects qui ont fait que aujourd'hui, plus que jamais, on doit se préoccuper de sa cybersécurité et malheureusement, c'est les profils qui manquent. On a quand même plusieurs chiffres. On va revenir à ces chiffres-là à la fin de la présentation, mais je laisse tout de suite la parole à Mounir. Mounir, oui, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire. Donc, sans plus tarder, en fait, mon intervention, je vais essayer de démystifier du moins peut-être pas l'image, mais enfin peut-être pas les métiers, mais notamment l'image, notamment liée à la cybersécurité. Ce sont des métiers donc qui sont en lien avec tous les, en fait, comme beaucoup de métiers qui est en lien avec la protection. Qui dit cybersécurité, dit sécurisation du monde numérique. Nous sommes dans un environnement numérique. Et au même titre en fait que les médecins, les gendarmes ou même les avocats, c'est un métier qui est en lien donc avec la protection d'un environnement numérique. Alors cet environnement numérique, il ne se résume pas uniquement à de la technologie, c'est aussi un environnement qui comporte des organisations, des processus, des métiers et des acteurs. Donc ce que je souhaite en fait en guise d'introduction, c'est surtout casser un peu le cliché lié à l'image de la cybersécurité comme étant des personnes qui portent des capuches par exemple, qui sont au fin fond d'un placard avec un ordinateur et qui passent leur temps à manger des pizzas. C'est pas ça du tout. Ce n'est absolument pas de ça. C'est pléthore de personnes, de femmes et d'hommes qui travaillent dans ces différents métiers que l'on va voir un peu plus tard. Et il faut surtout casser un peu cette image effectivement d'un métier qui serait réservé à des profils de type ingénieur en informatique complètement geek, qui ne raisonnent que par ordinateur interposé et qui sont complètement hors sol, comme on a souvent tendance à le dire. Donc je vais tâcher en fait de démystifier un peu tout ça. La cybersécurité, c'est pas que du langage informatique, c'est aussi beaucoup plus que de langage. Et je vais insister sur le mot de pluridisciplinarité. Savoir coder, c'est bien. Être dans la cybersécurité, c'est effectivement, je vais pas vous le cacher, il y a effectivement de la technique, il y a de l'informatique, mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus de choses. Donc en fait, je vais passer au slide. Je crois que je peux le faire directement. Voilà. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que la cybersécurité, c'est comme une voiture, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous, ou même je dirais un peu comme le numérique, à vrai dire, nous sommes tous capables de conduire une voiture, sans pourtant être des experts du fonctionnement d'un moteur ou même d'un essuie-glace.
Hein, c'est d'un point de vue technique, on ne vous demande pas de connaître exactement tous les boulons, tous les vérins, tous les câbles qu'il y a dans votre voiture. Ce qu'on vous demande avant tout, c'est de comprendre en fait le code de la route, c'est-à-dire le code qui va réguler notre comportement dans un environnement. La cybersécurité, c'est un peu pareil. C'est la compréhension d'un code de conduite pour réguler, enfin et notamment pour protéger cet environnement numérique. Donc ce code, en fait, tout le monde peut apprendre le code, hein, donc c'est assez accessible à tout le monde. Et ce code-là a pour objectif essentiel de nous apprendre à identifier les risques, notamment. Donc il y a une grande notion de risque. Qui dit protection d'un environnement dit attaque sur ces environnements, dit perturbation dans ces environnements. D'où l'importance de pouvoir comprendre les risques, c'est-à-dire de pouvoir les anticiper, voire même les imaginer ou les inventer tout simplement, hein, savoir les prévenir, donc se préparer c'est-à-dire éventuellement à éviter d'avoir à réagir ou du moins à gérer un risque, se préparer naturellement à réagir quand le risque arrive, et c'est aussi une manière aussi d'apprendre, un peu comme la voiture, c'est aussi d'apprendre les limites de la technologie. Le monde numérique apporte énormément de choses, il apporte aussi beaucoup de failles, ce qui explique pourquoi la cybersécurité est aussi un enjeu qui devient extrêmement important dans nos civilisations actuellement où on numérise beaucoup de choses. Et le fait de connaître, ou du moins d'avoir conscience que cette technologie a des failles, est un élément extrêmement important. Alors ces failles sont souvent, je dirais presque, le fonds de commerce de beaucoup de professionnels de la cybersécurité, parce qu'ils passent leur temps à corriger ces failles. Et en même temps, le numérique, c'est aussi la force, c'est aussi le moyen de corriger les failles. Donc voilà, c'est une sorte de cercle vicieux qui s'auto-alimente entre innovation, des innovations qui amènent des failles. Alors les failles, elles sont pas forcément technologiques, hein, elles peuvent être aussi des failles sociales. Hein, je parle des réseaux sociaux, je parle du traquage des personnes, par exemple, dans le monde du numérique. Ça conduit à des questions qui sortent de très loin des simples aspects technologiques, qui vont carrément dans la philosophie, dans la sociologie. Et donc voilà. Et donc le fait d'avoir conscience de l'ensemble de ces risques, c'est une manière d'apprendre un peu le code de la route. Et d'ailleurs, j'ai tendance à dire que le code de la route, c'est comme la cybersécurité, ça commence avant tout par du texte. Hein, c'est-à-dire qu'il faut savoir simplement lire et l'apprendre. La cybersécurité, c'est pareil. Hein, une autre manière de casser certains clichés, on ne va pas vous demander de plonger dans les arcanes du code, du développement ou des programmes, ou voire même de démonter un ordinateur en tous les sens. On demande essentiellement, effectivement, déjà à comprendre, à lire et à comprendre. Le fait d'ailleurs de lire d'aimer lire d'ailleurs fait partie d'ailleurs des caractéristiques, une des compétences qui est très recherchée dans les métiers de la cybersécurité. Donc je vous ai parlé un peu donc de la conduite et un peu du code de la route. Donc protéger un environnement numérique, c'est protéger tout un ensemble, hein, c'est pas protéger un réseau ou protéger un ordinateur parce qu'il y a un virus. Hein, et j'en profite pour rappeler que la cybersécurité, ça ne se résume pas à un virus ou un spam ou mon ordinateur ne marche plus, c'est à cause de l'informatique. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Quand je dis que c'est un environnement, parce que c'est un ensemble d'acteurs métiers au sein d'une organisation. Il faut pas oublier que dans beaucoup d'entreprises ou de tout type d'organisation, l'informatique n'est pas le fond de commerce. Hein. Quand vous êtes dans une entreprise qui fait par exemple du tourisme ou du commerce ou du marketing, le business c'est pas l'informatique. L'informatique n'est qu'un support. Eh bien la cybersécurité s'intègre en fait dans cet environnement-là. Son but c'est pas de faire de la cybersécurité uniquement pour faire de la technologie ou pour se faire plaisir, c'est pour protéger l'ensemble de cet environnement, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs métiers et de l'organisation. Et ce qui fait la force de la cybersécurité, en fait, c'est la complémentarité des compétences. Parce que nous sommes nombreux à intervenir dans ces métiers-là, et nombreuses aussi, hein, je parle au nom des femmes aussi, à intervenir, et chacun avec son savoir-faire et ses compétences.
Il faut savoir que cet ensemble de savoir-faire, c'est ça qui donne l'expertise en matière de cybersécurité, parce que les sujets sont très 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 divers et très vastes, que tout seul on peut pas. Hein, on peut pas tout gérer. Donc on a tous besoin l'un de l'autre pour pouvoir être acteur de cette protection dans cet environnement. D'ailleurs, en guise je dirais d'anecdote, j'ai tendance à dire que dans le cadre de la cybersécurité, l'outil que j'utilise le plus depuis plus de presque 20 ans maintenant, c'est Word et PowerPoint. Hein, c'est pas forcément des outils très complexes de cybersécurité comme des pare-feux ou des analyses de logs ou des gestions de vulnérabilité. On utilise beaucoup de Word et de PowerPoint parce que c'est un métier où on parle beaucoup, on échange énormément. Il faut aimer échanger. C'est un métier où il faut aimer échanger, notamment avec ses pairs, pour pouvoir travailler ensemble. Et c'est un métier donc où, je le rappelle, il y a beaucoup de textes. Il faut aimer lire, il faut aimer, voire je dirais même écrire, tout simplement. On écrit aussi beaucoup. Et ça fait partie, encore une fois, je le rappelle, que la cybersécurité n'est pas qu'un élément technique ou un élément informatique. Donc chacun son expertise, chacun son savoir-faire. Il y a divers profils dans les métiers de la cybersécurité et il y a donc divers métiers. Alors pour aller un peu plus dans le détail de ces fameux métiers. Ah oui, j'en profite. Alors n'hésitez pas, vous avez la possibilité de poser des questions hein, avec en haut à droite, je crois que vous avez un onglet qui vous permet de poser des questions. Alors on peut pas les prendre en direct comme ça, mais on aura l'occasion de nos camarades travaillent dessus pour pouvoir y répondre après. Alors concernant les divers profils et divers métiers, comme je vous l'ai dit, donc ce sont des métiers et des savoir-faire qui se complètent. Une fois de plus, je rappelle que l'informatique, ce n'est pas le métier principal pour une majorité d'entreprises. L'informatique est une interface et la cybersécurité fait partie de ces métiers d'interface entre le milieu numérique, le milieu disons un peu technique et numérique, un environnement numérique, et le milieu des métiers, c'est-à-dire en fait tout simplement les êtres humains, les gens qui ont des activités métiers au jour le jour. Le but de la cybersécurité, c'est d'amener un support. Quand on dit protection de l'environnement, c'est de protéger en fait les métiers des personnes, hein, c'est de protéger à la fois leur environnement de travail, mais aussi protéger les personnes elles-mêmes en tant que telles, hein, c'est-à-dire protéger aussi les individus. Et comme c'est un métier d'interface, ça veut dire qu'en fait c'est à la cybersécurité de s'adapter à cet environnement et non pas l'inverse. Hein. C'est pas la cybersécurité qui va expliquer à l'environnement numérique comment il doit travailler. Il y a des contraintes, ça impose des contraintes des fois, et c'est pour ça que la cybersécurité c'est un métier qui a aussi besoin de donner du sens, parce que comme on est en interface avec l'ensemble des acteurs dans une organisation, il faut que ces acteurs puissent comprendre le pourquoi, l'intérêt, l'avantage d'avoir un environnement sécurisé et de ne pas le vivre comme une contrainte, hein, comme par exemple quand vous voulez surfer sur Internet ou que des sites sont bloqués ou vous avez des antivirus qui se mettent dans tous les sens ou que tout simplement vous ne pouvez pas télécharger un fichier. Il faut comprendre les raisons de tout cela. Hein. C'est pas pour vous embêter, c'est simplement que dans le cadre d'une vision un peu plus globale de l'environnement, la cybersécurité amène un service. Mais c'est important, par contre, pour les acteurs de la cybersécurité, c'est à eux de donner ce sens-là auprès de ces environnements métiers. Donc voilà, j'avance. Concernant pour entrer un peu plus dans les détails des métiers de la cybersécurité, ou du moins des différentes familles, il y a différents métiers, donc dans différents domaines, qui font appel aussi bien à ce qu'on appelle donc le hard skill et soft skill. Hein. Le hard skill, ça va être par exemple, c'est justement par exemple de répondre, de résoudre une faille dans un système. Le soft skill, ça va consister à mettre en œuvre toute une équipe pour arriver à corriger ces failles, mais aussi à expliquer à l'ensemble des acteurs en quoi la correction de ces failles sont importantes et quels peuvent être les impacts sur leur travail ou leur quotidien au jour le jour. Alors là, dans ce schéma, on voit effectivement
5 familles que l'on peut voir de manière un peu plus détaillée, pardon. Hop, voilà. Sur ce schéma suivant. Alors n'ayez pas peur, le schéma est un peu lourd, mais il a le mérite d'être très complet. C'est une cartographie des métiers de la cybersécurité qui a été rédigée il n'y a pas très longtemps et qui est issue de l'école de guerre et qui reprend en fait les 5 pôles des métiers de la cybersécurité. Donc il y a des pôles de management, il y a des pôles plutôt opérationnels. On va retrouver des pôles notamment de pilotage, on va retrouver des pôles d'audit, de conseil et d'audit qui sont très très appréciés parmi les métiers, la gestion des risques comme on dit, et un pôle qui est lié notamment à tout ce qui est gestion des incidents et le support. Donc, et dans chacun de ces pôles, le schéma décrit les différents métiers, les différentes activités dans lesquelles on peut intervenir. Alors, il faut bien comprendre que tout est transversal. Hein. C'est pas parce que vous êtes dans un pôle que vous ne faites pas l'autre. Dans la cybersécurité, il y a énormément de transversalité. Hein, c'est pas parce qu'on a une expertise précise qu'on reste bloqué dans cette expertise. Au contraire, c'est un mélange d'expertise. Alors pour pouvoir vous donner une image un peu plus, je dirais, cosy, ou voire même, je dirais même sexy de ces métiers-là, en fait, je vous propose de les comprendre à travers les différents profils. Alors pour commencer, vous avez les profils, c'est selon en fait les profils que vous avez chacun. Par exemple, bon, typiquement dans la cybersécurité, on va retrouver évidemment les profils de type technique, de type ingénierie, d'architecture. Alors ce sont des profils qui sont plutôt spécialisés sur les aspects donc très techniques, orientés sur des outils qui sont capables d'aller dans le détail pour pouvoir faire des analyses assez détaillées de ce qui se passe dans un système d'information, donc au niveau informatique. Ce sont des gens qui sont très demandés, notamment pour aller détecter les failles de vulnérabilité et naturellement pour les corriger. Ce sont aussi des personnes qui interviennent par exemple quand on parle du cloud ou du big data ou des data centers. Ce sont des personnes qui vont participer à la construction de toutes ces infrastructures. L'autre métier que j'ai nommé, l'autre profil pardon que j'ai nommé plutôt qualiticien ou management de projet. Alors là, ce sont des métiers qui sont plutôt liés à l'organisation. Ce sont les personnes qui vont s'assurer qu'au sein d'une organisation, la cybersécurité soit quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut aussi la documenter. Il faut beaucoup de documents, il faut des processus, il faut des procédures et savoir qui est responsable de quoi et surtout s'assurer de savoir si tout cela fonctionne. Comme il y a beaucoup d'intervenants, c'est s'assurer que toute cette organisation est capable de répondre en cas, par exemple, d'incident, que cette organisation est capable de se mettre en place pour répondre à cet incident. Donc, ce sont plutôt des profils de type qualiticien ou management de projet, chef de projet. Pardon. L'autre profil que j'aime bien aussi, c'est un peu les profils d'auditeurs. Alors, je les appelle des questiologues, parce que la questiologie est un vrai sujet d'ailleurs. Hein, c'est pas un barbarisme. Ce sont des personnes qui aiment bien poser des questions et qui aiment bien aussi écouter les réponses qu'on leur donne. Les métiers d'audit dans la cybersécurité sont très 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 demandés parce que c'est un milieu dans lequel on passe son temps à auditer. Hein, tout le monde est audité constamment dans la cybersécurité, donc il y a un énorme besoin d'auditeurs et d'auditrices ou d'auditeuses, je sais pas comment on dit en féminin. Et en fait, ce sont des profils qui vont en fait analyser justement les organisations. Ils vont analyser aussi les aspects techniques. Leur but en fait, c'est de s'assurer que par rapport au risque qu'a analysé en fait l'environnement, que l'environnement peut subir, est-ce que l'organisation qui est en place est en mesure de répondre à ces risques-là? Voilà. Donc c'est un métier qui a beaucoup le vent en poupe en ce moment. Je vous parlais d'un métier de la cybersécurité qui est un métier en lien de la protection. Eh bien, nous avons aussi ce que j'appellerais les secouristes, hein, les pompiers, les urgentistes.
Alors c'est typiquement les personnes qui vont intervenir en cas de problème au sein d'une organisation, donc notamment en mode pompier, afin de secourir, afin de répondre à un incident. Et donc, ils sont capables d'intervenir, par exemple, ce sont des spécialistes des gestions de crise, par exemple. Ce sont aussi des spécialistes de ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité. Alors, typiquement, durant la phase de Covid, voilà, ce sont des gens qui ont été un peu au front pour s'assurer que durant des moments, des périodes de crise, on est capable de continuer à travailler. Typiquement, le télétravail est un très bon exemple de ce genre de continuité d'activité, c'est-à-dire qu'on a dû basculer très rapidement sur le télétravail. D'ailleurs, je rappelle que le télétravail, voilà, c'est aussi un très bon exemple de la pluridisciplinarité de la cybersécurité. Le télétravail n'est pas un sujet informatique, c'est un sujet de ressources humaines, et notamment, je dirais même, de droit du travail. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la technique pour pouvoir offrir le service de télétravail, l'accès au télétravail, avant que l'informatique ne se mette en route et que la cybersécurité aussi ne se mette en route pour protéger tout ça, c'est avant tout un dialogue avec les ressources humaines et s'assurer que, par exemple, en termes de droit du travail, tout le monde est OK. Et pour terminer, au niveau toujours des profils, il y a des profils donc beaucoup plus, je dirais aussi transverses et à la fois beaucoup plus précis, comme les juristes, les commerciaux, les gens du marketing, les achats, la communication, et un profil qui est très important aussi dans la cybersécurité, c'est le monde de l'enseignement. Hein, c'est un monde qui a besoin, la cybersécurité a aussi besoin de formateurs et de formatrices, et d'enseignants et d'enseignantes, notamment au sein des universités et des écoles. Voilà. C'est une manière de présenter en fait ces profils de manière un peu plus, disons simple. Alors dans la cartographie toujours de ces familles de métiers, alors là je vais passer rapidement sur ce slide. C'est simplement pour vous dire que voilà, les métiers les plus recherchés sont notamment les consultants, les analystes, les chefs de projet et les architectes. Voilà. Je vais passer rapidement sur cet aspect-là. Et concernant si les... je peux prendre la parole. Oui, je t'en prie. Voilà, pour te laisser respirer un petit peu, je vais vous donner quelques chiffres quand même. Il faut savoir que d'ici 2021, le cabinet américain Ventures prévoit 3,5 millions de postes ouverts dans le monde. Il va y avoir, selon Gartner, 61% des entreprises qui vont avoir des difficultés de recrutement, de trouver des compétences. En France, sur 6000 postes ouverts par an, les écoles ne forment que 1000. La croissance en matière de cybersécurité, on va aller sur 8% sur les 5 premières années. En plus, avec le Covid, je pense qu'il y a réellement un vrai besoin. Il faut savoir qu'en termes de profil cybersécurité dans le monde, on reste quand même 3% sur les effectifs totaux. Et il faut savoir qu'il y a 18 métiers, 19 compétences. Ces derniers chiffres sont donnés par l'étude de l'OPIEC. Donc voilà, ce sont des métiers assez nouveaux, assez diverses, énormément de choses à faire, très dynamiques, très intéressants, et où la femme a toute sa place. Allez-y, mesdames. Mounir, je te repasse la main pour parler des formations pour accéder à ces métiers. Oui, merci, pardon. J'en profite pour parler des métiers insoupçonnés de la cybersécurité. C'est des métiers qui émergent de plus en plus, qu'on ne voit pas forcément encore, mais qui sont en train d'émerger. Je parle des métiers, par exemple, dans les médias. De plus en plus de journalistes commencent à se spécialiser dans la cybersécurité. Hein, vous l'aurez remarqué avec les différentes interviews ou interventions où on parle de plus en plus de la cybersécurité dans les médias. Dans le cinéma, forcément, pour tout ce qui est scénario. Idem pour les jeux vidéo. Dans la cybercriminalité, hein, il y a des cybercriminologues qui existent aussi. Hein, ce sont typiquement, c'est des métiers de profiler. Voilà, ce sont des investigateurs, des enquêteurs qui mènent des enquêtes, qui font du profilage.
qu'on retrouve essentiellement au sein donc de la police, mais aussi de la gendarmerie, du ministère des Affaires étrangères, etc. Enfin bref, tous ceux qui travaillent dans le contre-terrorisme, par exemple. Il y a aussi des sociologues et des psychologues qui interviennent de plus en plus, notamment dans tout ce qui est recherche et développement, dans des laboratoires, et qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui est intelligence artificielle. On commence même à parler de cyberpsychologues. Et naturellement, il y a tous les environnements de défense, d'armée. Il existe des cyberarmées et des cyberespions. Et comprenez bien que dans tous ces métiers-là, c'est une pléthorité, c'est pléthore de profils et de compétences. Et encore une fois, j'insiste, ne croyez pas que à un. Voilà. Et pour terminer, donc rapidement, au niveau des formations, je souhaite juste vous dire que il existe différents types de formations pour intégrer la cybersécurité. Il y a des formations courtes et des formations longues. Alors, certaines formations courtes peuvent être très vite accessibles pour des personnes qui ont déjà de l'expérience, quelle que soit leur carrière, que ce soit en ressources humaines, en logistique ou quoi que ce soit, dans lequel vous pouvez intégrer en fait la cybersécurité à travers notamment par exemple des certifications. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de refaire des cursus de bac+4, bac+5 pour intégrer ces métiers-là. Et naturellement, vous avez ensuite des cursus beaucoup plus riches où là, vous rentrez dans des notions beaucoup plus. Pardon, excusez-moi, j'ai loupé un slide. Voilà. Où on rentre dans des notions beaucoup plus approfondies dans tout ce qui est management, dans tout ce qui est pilotage de la cybersécurité, dans les notions aussi géostratégiques de la cybersécurité et du numérique, de manière générale. Faut pas hésiter, ce sont bon, il y a des MBA, il y a des écoles des universités qui le proposent, des écoles d'ingénieurs aussi, et encore une fois, je le répète, ce n'est pas le critère je suis ingénieur en informatique n'est pas le critère d'entrée obligatoire et absolu pour accéder à ces formations. Voilà. Nassira, si tu le souhaites, je te laisse juste prendre la main pour la partie un peu évolution des métiers. Je crois que tu en as parlé rapidement. Oui, si tu veux. En fait, avec l'arrivée des nouvelles technologies telles que l'IoT, telles que bien sûr la blockchain, les big data, l'intelligence artificielle, on voit émerger, je ne dis pas des nouveaux métiers, mais des métiers qui seront adaptés à ces nouvelles technologies. Pourquoi pas le cloud? Parce qu'aujourd'hui, on est plein dans le cloud. On a bien vu en situation de télétravail. On va trouver aussi des RSSI IoT, on va trouver des consultants cyber dans le système spécifique, industrie, énergie, smart city, toutes ces choses-là. On va aussi, et là c'est un grand besoin dans la CTI, la Cyber Threat Intelligence, ou bien les techniques de renseignement au service de la cybersécurité. Bien sûr, on a besoin d'analystes cyber, et surtout dans l'étude comportementale. Et il faut savoir que certains laboratoires de CTI aujourd'hui embauchent et emploient des psys pour accompagner les équipes cyber dans l'identification aussi bien des profils de ces attaquants, mais aussi pour le profiling des utilisateurs. Je vais peut-être finir par vous présenter le livre du CEF6. Donc, tout ce qu'on a présenté, tout ce que Mounir a présenté est dans le livre que nous avons publié à la fin de l'année. Je ne porte pas de suite à capuche, pourtant je travaille dans la cybersécurité, qui est un guide des métiers, des formations. Vous allez trouver en grande partie l'étude qui a été faite par l'OPIEC, à laquelle j'ai participé en tant que bénévole du CEF6, bien sûr. Et toutes les 3 chapitres dans ce livre. Le premier chapitre, un plaidoyer, justement, c'est un livre, un plaidoyer en faveur des métiers. On va trouver les métiers de la cybersécurité un peu plus avec plus de détails. Ensuite,
un chapitre qui parle des formations, détaille l'ensemble des formations en cybersécurité, les formations longues, les formations courtes, les formations initiales, les différents exemples d'ailleurs de parcours post-bac et aussi toutes les licences, les diplômes de BTS, donc tout ce qui concerne les formations au MBA. On salue bien sûr le MBA certains qui sont d'un excellent niveau, mais tout ça est dans le livre, mais aussi les certifications, les types de certifications. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir un bac plus 11 pour faire la cybersécurité, mais on peut très très bien trouver ce qu'on veut dans le livre qui présente au-delà des métiers et des formations de la cybersécurité, donne la parole à 23 cyberwomen qui parlent de leur métier cette fois-ci sur divers métiers de la cyber. Elles sont dans différents métiers. L'idée, c'est de dire, ben voilà, c'est aussi, ces métiers sont aussi faits pour vous, mesdames. Et d'ailleurs, on va tout de suite laisser la parole à Aline qui va nous parler de son expérience dans la cybersécurité. J'ai été logisticienne dans l'âme. Donc j'ai une formation ingénieur en supply chain. Au bout de quelques années, quand il était temps de prendre peut-être un peu du galon, on m'a gentiment fait remarquer qu'on ne mettrait pas de femmes dans les entrepôts. Ça se passait il y a quelques années. Et comme je suis un peu têtue, c'est souvent ce que je dis, j'ai décidé d'aller dans un endroit où il y avait encore moins de femmes qu'en logistique, donc je suis allée en cyber. Ça s'est passé au départ, je dirais un peu sur une opportunité. On m'a proposé de le faire. Je me suis dit pourquoi pas, et j'avais clairement un peu peur d'être enfermée dans un métier technique. J'y suis allée quand même, et je peux dire que j'ai pas été déçue. Le premier challenge auquel j'ai dû faire face, c'est qu'on m'a demandé de passer une certification CISSP et on m'a donné 5 mois pour le faire, ce qui est un petit peu fou finalement quand on y réfléchit. Mais l'avantage de cette certification, c'est qu'elle m'a fait mettre les mains dans le cambouis, elle m'a fait apprendre la terminologie cyber. Elle m'a aussi, et ça c'était important pour moi, donné de la crédibilité. J'ai pu démontrer que j'avais pris les concepts fondamentaux assez vite. Et quand je suis rentrée en cyber, ce que j'ai aussi réalisé, c'est que quand je suis allée passer mon examen du CISSP sur 50 candidats, j'étais la seule femme. Et j'ai d'ailleurs reçu une convocation au nom de Monsieur Barthélémy. Et ça allait pas s'arrêter de ce moment-là. J'ai l'habitude de recevoir des invitations au nom de Monsieur. J'ai trouvé que c'était pas bon, que c'était pas sain en fait d'avoir ce manque de diversité aussi fort. Et c'est pour ça que j'ai choisi de promouvoir plus de diversité au sein de mes équipes et au sein du cyber en général. Et j'ai adhéré au CEF6 il y a 1 an et demi. J'anime aujourd'hui l'équipe du CEF6 sur Lyon, même si en ce moment je dirais que les rencontres sont limitées. Parce que pour moi, cette diversité, c'est vraiment un gage. Comme vous avez pu le voir, on a des métiers qui sont extrêmement variés, qui demandent des compétences diverses. Une des beautés de la cyber, c'est que c'est vraiment un métier polyvalent et transverse. Et si on se restreint au même profil, on aura du mal à couvrir en fait tout le panel de compétences qu'il faut, en fait, qu'il faut couvrir. Et j'essaye aussi de mettre ça en œuvre au sein de mes propres équipes, puisque avant mon arrivée, il n'y avait pas de femmes dans les équipes cyber. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de femmes. Alors, ça m'a amené à recruter des profils non techniques et non cyber, mais qui avaient, je dirais, cette curiosité, cette envie
voilà, d'apprendre. Et pour moi, c'est le plus important. On est dans un domaine qui change tellement vite. Il faut avoir cette curiosité. Il faut avoir ce goût du changement pour s'épanouir en cyber. On ne peut pas rester sur ses acquis en cyber, ça c'est pas possible parce que nos acquis ne valent plus rien au bout d'un an et demi. Le bon sens, lui, par contre, reste toujours. Ma particularité, c'est que pour compléter ma formation, une fois que j'ai bien été ancrée techniquement et que j'ai bien fait des projets, j'ai fait des scans, implémenté des solutions de scan de vulnérabilité, j'ai fait des guides de hardening, des choses comme ça. J'ai voulu m'orienter vers le risque, l'analyse de risque en entreprise, et c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix d'aller faire un exec MBA. Mais pas un MBA en sécurité, un exec MBA pour disposer d'infos et des outils du business pour pouvoir engager ce dialogue avec eux, comprendre quels étaient leurs risques métiers et en quoi moi, en cyber, je pouvais leur apporter quelque chose de pertinent. Et en ayant fait l'acquisition de ces outils pro, ça permet en fait d'avoir un dialogue beaucoup plus pertinent avec mon business et les gens avec qui je travaille au quotidien. Et dernier point, je dirais pourquoi je suis restée en cyber. Je me suis posé la question à un moment donné parce qu'au début de ma carrière, je changeais de métier tous les 3 à 4 ans. Comme je vous l'ai dit, ça fait 15 ans que je suis en cyber. Normalement, je bouge au bout de 3-4 ans quand je m'ennuie dans un métier où j'ai l'impression d'en avoir fait le tour. En 15 ans, je me suis pas encore ennuyée une seule journée. Donc, si vous aimez le changement et si vous êtes particulièrement avide d'apprendre, la cyber est vraiment une très bonne filière pour vous. Voilà, Nassira, je te rends la main. Bravo. Merci, c'est vrai que... Nassira, oui. on va peut-être passer... Isabelle Oui, bonjour. va nous parler de son Vas-y, parcours. Vas-y, Isabelle, on t'écoute. Ok, merci Nassira. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Isabelle Narboni, donc je suis consultante formatrice. Donc j'accompagne sur la transition numérique. Alors pourquoi je suis devenue passionnée de technologie et qu'est-ce que ça a pu effectivement réaliser comme impact sur moi, c'est que je baignais dans un environnement qui était scientifique et médical. J'étais beaucoup inspirée par mon père qui était neuropsychiatre, qui effectivement me donnait des rendus de l'analyse comportementale au niveau des personnes humaines et aussi qui effectivement pouvaient courir à des risques de stress qu'elles pouvaient rencontrer dans leur quotidien. Donc ça m'a donné le goût en fait pour aller plus loin dans ce domaine et m'orienter vers la biologie, donc qui est l'étude des êtres vivants sous tous ses aspects. Et en fait, j'étais donc à l'IUT en train de faire beaucoup d'analyses déjà sur des bactéries et comment nous, notre corps allait réagir par rapport à la. Donc ça, c'était plutôt l'aspect humain. Mais la biotechnologie est arrivée à ce moment-là et l'association entre la biologie et aussi les notions de technologie, donc l'informatique. Et j'ai découvert pour la première fois en fait le code du BASIC qui était indispensable pour pouvoir accompagner, si vous voulez, sur la partie industrie dans les processus de la chaîne de production. Donc déjà, c'était pour moi devoir aussi avoir une autre logique qui s'est raccordée à mon métier. Donc j'ai voulu aller beaucoup plus loin dans cette. J'étais bien sûr plus à même d'être toujours sur écran. Et donc c'est cette machine qui était le PC, je voulais en comprendre le fonctionnement, donc la partie hardware. Et après, bien évidemment, au fur et à mesure, la partie soft et l'environnement m'intéressent. Donc j'ai voulu en comprendre aussi un peu plus le fonctionnement. Et puis, on était dans les années 90, donc l'Internet est arrivé avec le côté révolutionnaire de obtenir de l'information et de la donnée de façon très
très rapide. Et par contre, ma machine, de temps en temps, m'embêtait un petit peu parce qu'elle me créait des soucis. Je ne comprenais pas pourquoi. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'effectivement, je pouvais avoir des virus qui pouvaient effectivement des soucis et m'empêcher de travailler. Donc, du coup, j'ai connu ce que c'était que l'entraide des forums, de façon à comprendre, pouvoir m'en débarrasser parce que j'avais pas les sous à l'époque, étant étudiante, de me racheter un PC. Voilà, donc ça a été effectivement la découverte de cet environnement un petit peu, on va dire, sombre. Bon, la biologie, c'est sympa, mais bon, avoir des boîtes de pétri toute la journée et étudier les bactéries, c'est pas très communicant. Du coup, j'ai voulu renouer avec une relation plus humaine. Et donc, je me suis orientée vers une fonction commerciale. Mais j'ai pu, en fait, valoriser mes compétences sur les outils informatiques dans cette fonction, puisqu'on démarrait vraiment le début de la digitalisation. Alors, c'est un milieu qui est très masculin. Donc, en fait, ce milieu masculin du commercial dans la grande distribution, en fait, je l'ai retrouvé aussi dans le milieu technologique. Donc, ça ne me change pas vraiment aujourd'hui. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, chez Unilever, on était juste au début de l'informatisation. C'était le début des logiciels. Du 50, on était, et il y avait à peu près 90% d'hommes qui, pour la plupart, avaient 30 ans de plus que moi. Ils étaient au papier crayon et puis on leur donnait un clavier et puis on leur dit vas-y, mets tes données du client et un rejet total. Ils ont laissé la machine et ils l'emmenaient pas en clientèle. Du coup, en fait, la DSI est en panique quand même. Et ils ont essayé de trouver des gens au sein de l'organisation pour pouvoir occuper une fonction transverse de facilitatrice numérique, ce que j'ai tout de suite pris parce que ça me plaisait de pouvoir accompagner et surtout démystifier l'outil par des trucs et astuces, par la manipulation, le rendu ludique et l'intuitivité, pour les faire passer à l'adoption du clavier et surtout à l'intérêt de renseigner les premières données des clients. Alors, ce lien permanent, en fait, avec les équipes DSI a été très riche d'enseignements, parce que c'est là que j'ai compris un peu le langage technique, que je me suis un petit peu immiscée dans leur environnement. Je me suis rendu compte que c'était pas simple, effectivement, pour eux, d'arriver à communication et collaboration. Et c'est tout ça, mon rôle était vraiment de faire une communication simplifiée pour mes collaborateurs. Moi, je suis vraiment quelqu'un du terrain, pour qu'ils puissent comprendre tout ça et les faire adhérer. Alors, j'ai continué mon parcours parce que finalement, j'ai voulu aller plus sur le côté formation et monter en compétence sur l'ingénierie. J'ai repris quand même des études aussi à 40 ans pour obtenir un nouveau diplôme correspondant à mon nouveau. Et puis en 2006, j'ai pris c'est l'indépendance. J'ai quitté mon métier de salarié aussi pour prendre une activité de consultante et voler de mes propres ailes vers cette voie. Alors aujourd'hui, j'accompagne donc beaucoup de profils différents, des étudiants, des salariés, des entrepreneurs, des personnes en reconversion, et surtout à s'acculturer aux usages du numérique et bien sûr à tout ce qui est logiciel et réseaux sociaux. Alors, au fur et à mesure que je les accompagnais sur effectivement les cas d'usage et les aspects digitaux, je me suis rendu compte que l'humain, en fait, était de plus en plus confronté à des vulnérabilités qu'il ne soupçonnait même pas. Et du coup, on pouvait autant connaître dans le milieu réel, c'est-à-dire, par exemple, avoir du stress en négociant avec des acheteurs et faire des bêtises, ne pas donner les bons prix. Et puis, sur la partie virtuelle, ça pouvait être des arnaques sur les réseaux sociaux dont on n'a pas conscience parce que derrière l'écran, on ne sait pas à qui on a affaire. Donc, personnellement, moi, j'ai vécu des situations de choc émotionnel fort. Et à chaque fois que j'en ai connu, finalement, qui m'ont mis en insécurité, j'ai appris à me protéger, à adopter une attitude différente, à mettre d'autres pratiques et surtout à diminuer mon niveau de stress. Et même si ces scénarios, j'apprenais sur ce que je devais faire et puis je le transmettais à ce moment-là aussi. Donc, ce qui est important de se dire, c'est que de servir de l'expérience vécue dans la vie réelle pour la transposer aussi pour analyser une situation, c'est très important. Donc, ça permet la prévention, l'autonomie, et puis en cas de malveillance détectée, que ce soit faille de sécurité en cas de piratage ou de se faire dérober de ces informations personnelles, on peut mieux réagir et avoir la bonne attitude. Alors, actuellement, dans les constats que je fais dans les différentes organisations où j'interviens,
il est clair que l'action de sensibilisation au risque cyber, elle doit être clairement définie et puis prendre en compte les comportements adoptés dans les différents scénarios de risque qui vont se produire. Donc l'humain aujourd'hui, il faut lui redonner du sens, surtout dans les exercices pratiques et les ateliers de prévention. Il faut comprendre aussi qu'il a des outils, il n'est pas forcément au bureau, il est en mobilité, donc il peut se retrouver confronté dans différentes situations, et que l'impact d'un virus, par exemple, peut provoquer un dérèglement énorme dans sa vie, comme ça a pu le faire actuellement dans nos vies. Et faire que le niveau de vigilance a baissé. Du coup, on se rend compte qu'en plus, on a eu un niveau de vigilance inférieur dans une recrudescence des activités de cybercriminalité et d'escroquerie. Donc, à partir de là, il faut continuer finalement à l'encourager, à adopter effectivement les bonnes pratiques. Et il faut aussi s'appuyer sur lui parce qu'il peut être un référent aussi dans l'entreprise pour ériger la première ligne de défense en matière de cybersécurité. Alors, comme je souhaitais renforcer aussi mes compétences dans ce domaine, j'ai rencontré Nassira Salvan et donc rejoint le CF6. Et donc, cette association qui a pour objectif de faire progresser la présence et l'impact des femmes dans les métiers relatifs au système d'information, m'a ouvert ses portes et je me suis retrouvée entourée de femmes extraordinaires et inspirantes, donc d'origines différentes, de métiers différents et d'inspirations différentes. Et là, actuellement, je suis depuis 2 ans active aussi dans un groupe de travail sur la sensibilisation des risques cyber. Donc, si j'ai un message à vous transmettre, c'est surtout de croire en vous, de suivre votre chemin directeur sur vos passions, sur ce que vous ressentez, parce qu'il y a une véritable opportunité en fait de se reconvertir vers les métiers de la cyber. Moi, j'en venais pas et finalement, ça s'est fait étape par étape. C'est un domaine transverse qui est très inspirant et qui incite effectivement à la curiosité et qui demande énormément effectivement d'investissement pour en comprendre et en décoder tout ce qui s'y passe. Et c'est surtout aussi un métier noble parce qu'on est au service d'autrui. Donc, je voulais juste vous donner une petite citation pour clôturer. C'est à cœur vaillant, rien d'impossible. Et je vous remercie à tous pour votre écoute. Bonjour, alors si vous permettez, je vais me présenter, je vais enchaîner. Si je peux te donner la place, Isabelle. Comment je fais pour partir? C'est pas moi, normalement. C'est bon, tu peux rester. Merci. Donc, je suis Natacha Bakir, je suis consultante en cybersécurité chez HP, je suis consultante technique. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours qui est un petit peu aussi atypique, comme d'autres. Donc, moi, j'ai été commerciale pendant une dizaine d'années dans les télécoms. J'étais donc rien à voir avec la technique. J'ai commencé ma vie par une école de commerce. Et puis, je me suis aperçue que j'étais souvent en train de discuter avec les techniciens. J'étais très curieuse de ce qu'ils faisaient. À l'époque, ils avaient des bureaux Linux en 3D qui tournaient dans tous les sens. On n'avait pas ça sur Windows. J'avais des étoiles dans les yeux. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. J'ai eu de la chance que j'avais la plupart de mes amis qui étaient dans l'informatique et dans la sécurité. Donc, j'ai commencé à installer mon petit lab à la maison. Et puis, on a commencé à me transmettre des tâches transversales. Donc, par exemple, quand j'étais team leader d'une équipe commerciale, d'une division commerciale, j'étais également en charge des délais de déploiement. Donc, c'était à moi de faire en sorte que les techniciens respectent les délais de déploiement pour les clients. J'ai eu d'autres tâches comme ça, comme du support de premier niveau. Et puis, un jour, je me suis aperçue que je passais beaucoup plus de temps à discuter avec mes collègues de la technique et avec mes collègues commerciaux, que je passais beaucoup plus de temps et beaucoup plus de plaisir à travailler sur mon ordinateur que sur les tâches commerciales. Donc, moi, j'ai fait un petit peu l'inverse de ce qu'on a entendu jusqu'à présent. J'ai troqué mon tailleur et j'ai enfilé un sweat à capuche. Donc, j'ai repris mes études. Alors, je voudrais juste faire un petit aparté sur les études. C'est que les études, ça fait peur à tout le monde, mais il ne faut pas oublier qu'on est des adultes. Et quand on est adulte, les études, ça va plus vite. Mon BTS, par exemple, je l'ai fait au Greta et je l'ai fait en 8 mois. Je l'ai pas fait en 2 ans. Et pourtant, j'ai une formation qui est une formation costaud. Quand je suis arrivée derrière en master, on m'a dit que j'avais un niveau plus élevé que les autres personnes. Donc, il ne faut pas avoir peur de se relancer dans la formation. Quand on est intéressé, c'est pas comme quand on est jeune. C'est passionnant, ça passe vite et c'est pas une contrainte. Au niveau des formations, donc j'ai fait ce BTS, j'ai fait du CNAM aussi, je vais en parler aussi rapidement. Pourquoi? Parce que des CNAM, il y en a dans toutes les grandes villes.
Et aussi parce que si on veut faire un cours, on veut s'intéresser à quelque chose, par exemple, on a un doute, on veut s'intéresser à quelque chose. Si on veut aller participer à un cours, accéder à un cours sans passer le diplôme, admettons que moi, par exemple, j'ai fait un cours de cybersécurité des objets connectés, c'était pas dans mon diplôme, eh bien, vous pouvez suivre ce cours gratuitement. Donc, c'est plutôt bien, c'est des cours du soir. Si vous avez un doute ou que vous voulez vous intéresser à un domaine, ça coûte rien. C'est juste de se déplacer et d'aller profiter de ce cours. Donc, moi, pendant mes études, j'ai intégré donc une première société. Donc, j'ai intégré une société en chef de projet voix et en technicien, enfin en admin data, donc admin data et sécurité. J'ai trouvé ça plutôt malin du DSI. Du coup, le DSI, il m'a mis sur du projet où j'ai pu être opérationnel tout de suite. Parce qu'en tant que commercial, j'avais l'habitude des cahiers des charges, des demandes des clients, ce genre de choses. Donc, il a su exploiter, en fait, les compétences de mon précédent métier et ça m'a laissé le temps, en fait, de monter en compétences sur la technique. J'ai été accompagnée, bien évidemment. On n'a pas joué comme ça, hein. Moi, j'ai bénéficié d'un accompagnement tout au long de ma carrière par des gens qui étaient seniors, qui m'ont aidé, qui m'ont formé. J'ai fait plusieurs postes donc en sécurité réseau. J'ai travaillé pour un militaire cyberdéfense. J'ai travaillé en R&D en cybersécurité, en R&D cybersécurité industrielle, notamment pour travailler sur des projets innovants et optimiser la sécurité des centrales nucléaires. J'ai fait beaucoup de choses et moi aujourd'hui je suis un profil purement technique. C'est-à-dire que moi, le Word, l'Excel, tout ce qu'on a entendu auparavant, ça me passionne, mais pas du tout. Je vous laisse mes deux bons cœurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté challenge. Non, mais c'est vrai. Moi, j'étais dans un labo cybersécurité en R&D. Enfin, j'ai été payée à être dans une cour de récréation. J'étais enfermée dans une pièce de 100 mètres carrés avec des jouets de partout, des imprimantes 3D, des Raspberry, ce que vous voulez, avec des ingénieurs en robotique, avec des ingénieurs en électronique, avec des ingénieurs en cyber, des ingénieurs sysadmin. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, je suis payée à jouer. Les Word, les Excel, les PDF. Grand bien vous fasse, si vous n'aimez pas la technique, prenez-les, il y a de la place pour tout le monde. Il y a tellement de métiers, il y a de la place pour tout le monde. Et dans la technique, là où je voulais en venir, c'est que j'étais commerciale avant. Quand j'ai travaillé comme commercial, quand je suis sortie de l'école, pour moi, le commercial, c'était la facilité. Pour moi, en commercial, on avait de la motivation et du bagou, et pouf, on pouvait faire sa paye, en atteignant nos objectifs, on pouvait se construire, entre guillemets. Et la technique, c'est pareil, en fin de compte. La technique, c'est pareil, il suffit juste de s'intéresser. On parlait par exemple au début des gens qui font du code ou des choses comme ça, il n'y a pas que ça déjà, et même du code. Enfin, quelqu'un qui apprend l'anglais ou quelqu'un qui apprend du code, ça reste un langage, c'est juste de l'apprentissage. On a toutes les données qui sont accessibles sur Internet, on a des formations qui sont des formations qui peuvent être courtes et intéressantes, on a des labs en direct, on peut faire du lab sur Internet, même du lab gratuit, s'entraîner, on a absolument tout. Et aujourd'hui, ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont accessibles, même s'ils sont techniques, c'est de l'adrénaline, c'est du challenge, c'est du jeu, c'est comme un casse-tête. Vous avez un problème, il faut trouver la solution, et il suffit en fait juste d'aimer, d'être motivé, d'aimer apprendre, parce que comme on dit d'autres personnes, ça va très 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 vite, hein, ça va très très vite, mais au moins on ne tourne pas en rond, et jamais abandonner. Voilà. Après, on n'est pas tout seul, hein. Moi, c'est pareil, il y a Lisa qui a parlé tout à l'heure de Nassira, moi j'ai connu le CEF6 aussi comme ça, j'étais un peu beaucoup impressionnée par le profil de Nassira. Donc, je l'ai contacté sur LinkedIn pour lui poser une question. Je voulais un petit peu des conseils pour passer une certification. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le CEF6. Donc, au départ, c'était Nassira. Maintenant, c'est Isabelle qui m'aide sur d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Et même les aspects techniques, ils sont passionnants. Et vous pouvez être utile en entreprise. Vous pouvez protéger, par exemple, les opérateurs d'importance vitale. Vous pouvez travailler dans la guerre électronique. Enfin, il y a tellement à faire, franchement. Venez nous rejoindre. Et les femmes, elles ont toute leur place dans la technique. Moi, aujourd'hui, donc, je suis HP. Je suis en charge, en fait, du labo cybersécurité de l'équipe Professional Services. Donc, moi, je suis en pure technique. Je travaille dans un lab. Je teste les malwares actuels sur des solutions de sécurité. Je fais, en fait, tout ce qui est partie offensive. Donc, je hack dans le lab. Je fais également, en fait, tout ce qui est hacking éthique aussi chez les clients, ce genre de choses. Donc, je suis purement dans la technique. Et franchement, il y a de la place pour tout le monde. On n'est jamais seul. On échange et on est vraiment dans un domaine passionnant. Merci, merci. Merci beaucoup, Natacha. Toujours, tes interventions sont impressionnantes. Je vais laisser... Est-ce qu'il y avait plus Laetitia? Oui, Laetitia. Laetitia, je t'ai pas présentée tout à l'heure parce que tu n'étais pas là pour quelques soucis. Donc là, je peux... On te laisse la parole. Natacha?
Oui. Laetitia? Oui, Laetitia, vas-y, tu peux. oui, tu m'entends? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Merci Natacha, c'était super passionnant. J'adore écouter les histoires de techniques, on en apprend tous les jours. Alors moi, je m'appelle Laetitia Soyer, je travaille dans le secteur bancaire en tant que chef de projet cybersécurité et aussi plan de continuité d'activité. En plus de ça, je suis artiste peintre, donc une activité assez créatrice autour de la cyber aussi, et plongeuse sous-marine. J'ai un message à passer pour moi, l'accessibilité à la cyber. La cybersécurité est accessible pour tout le monde. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis un peu tombée dedans par hasard. En fait, j'ai commencé mes activités avant même le travail. J'étais étudiante en biochimie. Donc, le côté humain m'intéressait. Donc, un bac plus 3 en biochimie. Et puis après, je suis restée sur le côté humain en support client, collaborateur, où l'informatique m'intéressait fortement. Et au cours de ces activités-là, je me suis formée en cours du soir au CNAM. Donc, je me suis reconvertie en informatique. Et donc, à travers tout ça, j'ai eu une opportunité d'aller faire du dépannage sur la Sécu. Et puis, voilà, le fait d'avoir accepté de découvrir une nouvelle activité m'a fait tomber complètement dans la sécurité, au niveau des habilitations exactement. Donc, tout ce qui était login, mot de passe, donner des accès à des applications. J'étais attirée aussi par ce métier-là parce qu'il y avait tout à créer, par le fait qu'il y avait beaucoup de formations à donner. Donc, ensuite, une fois que tous ces trucs à créer étaient faits et donc les règles étaient créées, j'ai trouvé un peu bête de ne pas surveiller tout ça et de se dire est-ce que ce que j'ai mis en place, ça fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc, je suis passée du côté auditeur. Donc du coup, un métier de contrôle qui a duré 5 années. Et donc, et c'est à travers ce métier-là où j'ai fait le tour. Je suis toujours aussi curieuse que d'habitude. Et j'ai voulu aller un peu plus loin dans la sécu et je suis revenue sur de la technique. Après m'en être un petit peu écartée par le métier de contrôle, où des filières de SOC, de centre d'opération de sécurité. Donc, des petites logs qui expliquent, des journaux d'événements qui disent qui s'est connecté quand, quel est le comportement de l'attaquant. Donc, on y retrouve un... Et c'est là que j'ai rencontré le CF6 au cours de ces activités-là, où enfin une activité féminine autour d'un bon d'hommes et aussi sur la technique m'a fortement attirée et je dis ça existe, il n'y a pas que des associations de femmes niveau RH, niveau com, on a aussi des choses dans notre métier. Donc ça m'a beaucoup motivée. Puis une fois que les activités avaient bien été mises en place dans mon entreprise, du coup, j'ai voulu choisir une voie de plus d'animation. Donc, je suis un peu changée. Donc, je suis toujours partie vers de la gouvernance et donc toujours des métiers un peu plus transverses. Et j'ai voulu en fait avoir le sens sécuritaire au sens large en fait, c'est-à-dire la sécurité physique, le financier, l'informatique, autour de la sécurité. Donc, je suis allée au plan de continuité d'activité. Voilà un peu. Donc, pourquoi en fait mon intérêt sur la sécurité? J'ai fait un peu une introspective après tant de temps dans la sécurité en me disant est-ce que c'est bien ma voie? Est-ce que je ne devrais pas finir artiste peintre certaines personnes me disaient oui, tu as une activité créa ou peut-être dans des activités plus de com, etc. Puis en fait, je pense que non.
tout est arrivé en fait dans ma jeunesse où je voyais mon père quand j'étais tout enfant avec des chaussures de sécurité super hautes, noires. Et je me disais, mais à quoi ça sert en fait ces chaussures pourquoi tu portes ça même quand tu fais des travaux à la maison, ça te sert à quoi? Et puis en fait, il m'a expliqué comment changer une ampoule et puis comment se protéger en fait contre l'électricité en fait quand il y avait des flaques d'eau sur le sol. Et je pense que cette période-là m'a marquée. Et du coup, ben voilà, je pense que le lien il est là, c'est se protéger soi-même, protéger les autres, qui est important pour moi. Il y a une autre chose, un autre intérêt, c'est un peu plus rigolo, c'est qu'en fait, j'ai toujours aimé travailler dans une équipe de mecs, je trouve ça cool. On est chouchoutés en fait, donc c'est quand même agréable. J'ai aussi eu une manageuse femme qui m'a bien fait progresser, donc j'adore aussi travailler avec les femmes, on travaille très bien collaborativement ensemble. Donc voilà, la mixité en fait au sens large, c'est ça l'essentiel, c'est ce que pour moi aussi le CEL6. Par rapport à mes valeurs, en fait, la protection humaine est importante. Je dirais que j'ai toujours rêvé de sauver quelque chose dans mes rêves. Ça arrive que c'est des rêves catastrophes, on ne sait pas pourquoi. Et puis bon, je vais sauver ce que je peux. Donc, je suis quelqu'un qui a une vision un peu 360. Il faut que ma culture de tout, du digital, de la com, des formations, de la tech, des managers au plus bas niveau sur les supports et la tech, quoi. Donc, j'ai ce besoin-là de pouvoir graviter et du coup de détecter en fait quelque part ce qui colle pas. Bon, je suis quelqu'un d'autodidacte, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais en fait, j'ai quand même passé une certification en tant qu'auditeur, donc l'ISO 27002, le lead auditor, qui m'a permis en fait de m'asseoir en fait dans mon activité un peu plus en profondeur. Et puis en plus, après, bon, je suis quelqu'un d'intervenant qui aime le jeu, l'art. Et puis il y a un petit truc très spécial à la cyber, je considère que c'est comme une activité sportive en fait. Ça génère une adrénaline lorsqu'il y a des incidents à traiter ou lorsqu'on a la petite bête à chercher qui est vraiment géniale. Et bon voilà, ça fait partie des choses qui me drive et qui me passionnent. Pour conclure, je dirais que j'ai un message à passer, que je pense qu'en fait, face à la mort ou au gros virus, qu'il soit humain ou informatique, toute personne est vulnérable. Et quand on est vulnérable, on est tous prêts à n'importe quoi. Donc, il faut quand même s'entraîner et faire attention à ça. Donc, pour pouvoir s'entraîner et faire attention à ça, il faut être inventif. Il faut que l'humain soit inventif. Il faut qu'on soit inventif à plusieurs. Donc, pourquoi pas inventer des phénomènes de fiction pour s'entraîner? Voilà, on en vit un peu un aujourd'hui. C'est un peu comme digne d'un film. Mais voilà. Donc, la sécurité, on en a tous besoin. Venez avec nous, autant au CEL6 que dans le métier. J'y suis arrivée, vous pouvez tous y arriver. Merci beaucoup Laetitia, c'est la plongeuse alors. Là pour l'instant tu plonges pas. Ah non, mais je plonge dans la cyber. Hein. Non. Ah, pas défaut. Alors plonge cyber, merci beaucoup. On va écouter Valérie, une autre formidable femme du CEL6, qui va parler de son parcours impressionnant aussi. À toi Valérie. Oui, bonsoir, merci Nassira. Donc Valérie Quignou, comme je l'évoquais au tout début, donc je suis responsable d'une équipe de développeurs de solutions data et analytics et je suis également responsable de la plateforme qui héberge ces solutions. Je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas de diplôme de grande école et je n'ai pas fait d'études informatiques. Moi, j'ai un master de l'utilisation étrangère. Bon, c'est pour vous situer un petit peu le contexte. Alors, partant de là, on peut se dire, oula, mais comment elle est arrivée dans l'IT et puis après l'affiliation à la cybersécurité, quel est le lien? Bien, moi, mon histoire commence par un échec. J'étais jeune, j'étais au démarrage de ma thèse, du moins j'avançais,
Et il s'est trouvé que pour des raisons économiques, je n'ai pas pu poursuivre cette thèse. Il fallait que je trouve un emploi rapidement pour vivre, hein, tout simplement. Et là, je me suis dit, mais c'est un peu le drame, je ne sais rien faire à part étudier. Mais en parallèle, j'avais cette passion pour l'informatique qui m'était venue parce que dans le cadre de ma thèse, je communiquais beaucoup avec des gens à l'étranger et j'étais fascinée par cette capacité qu'on avait de taper des machins, des mots sur un clavier et hop, on cliquait sur un bouton et ça arrivait à l'autre bout de la terre à quelqu'un qui recevait le message. Et pour moi, c'était de la magie. Donc, il fallait que je comprenne parce que je suis quelqu'un de très curieux, qui aime comprendre et qui a besoin de comprendre. Et donc, ma passion est venue de là. Et en bousculant un petit peu les choses, j'ai réussi à prendre mon premier poste et de me mettre donc dans un poste qui m'a permis de faire de l'informatique en contexte professionnel. Et j'étais vendeuse multimédia, donc je vendais des ordinateurs à des usagers tout public. Deuxième grande étape, ça a été le passage à l'informatique en entreprise. En effet, dans mon poste de vendeuse, j'observais un petit peu les problèmes techniques qu'on pouvait avoir nous-mêmes dans notre société. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était ça qui m'intéressait plus. Voilà, j'avais besoin de me challenger aussi un peu intellectuellement. Et là, j'ai fait une formation courte sur 6 mois qui était en expertise messagerie et réseau et qui m'a permis finalement de gagner suffisamment de compétences techniques pour intégrer un grand groupe. Et là, ça a été la deuxième grosse étape qui m'a permis d'embrasser ces fonctions IT et ensuite de suivre un parcours et de suivre un chemin. Alors aujourd'hui, clairement, je ne suis pas, contrairement à mes camarades, je suis très admirative, je ne suis pas moi une spécialiste de la cybersécurité. Ça n'est pas mon métier intrinsèquement. Par contre, dans ma fonction, j'anime une équipe, je suis responsable d'une plateforme qui héberge des solutions. Je me dois de garantir la sécurité de ce système d'information. Je me dois de faire en sorte également que mes équipes développent de manière convenable, propre et en toute sécurité. De plus, moi, je suis quelqu'un de très curieux et je parle énormément avec nos RSSI, puisque donc dans un grand groupe, je travaille actuellement dans un grand groupe. On a beaucoup d'interfaces différentes, que ce soit avec des experts techniques et que ce soit avec les RSSI. Donc, il y a l'aspect, pour le coup, très technique où j'ai besoin de comprendre les problématiques pour aiguiller un petit peu les gens, mais il y a également l'aspect, si je puis dire, politique, mais au sens les politiques de sécurité du groupe, que je dois m'attacher, en tous les cas, à faire respecter au sein de mes équipes. Pour la petite anecdote, mon équipe, c'est une équipe quand même globalement avec de jeunes profils qui sont assez peu férus finalement des règles de vie, ne serait-ce que d'un grand groupe déjà, et encore plus pour tous les aspects de sécurité. Souvent, ils comprennent très bien les enjeux, pourquoi on doit protéger le patrimoine métier de notre groupe. En revanche, les règles, pour eux, ce sont plutôt des contraintes. Moi, là, pour le coup, la fonction que j'endosse quand j'essaye de les amener, en tous les cas, à bien faire respecter ça, c'est de leur donner du sens. C'est-à-dire que des règles, on n'en met pas, on n'en crée pas pour se faire plaisir. C'est que derrière, il y a vraiment la valeur à protéger. Voilà, donc moi, j'embrasse un petit peu ça de manière écosystémique. Et puis, j'ai aussi également connu le CEF6 en observation sur LinkedIn. Et puis, j'ai vu que le CEF6, c'était Nassira, et que Nassira, c'était une rencontre de quelques années auparavant. Et j'ai beaucoup observé avant de solliciter le CEF6. Et en vrai, pourquoi j'ai attendu? Parce que, pour être honnête, je ne me sentais pas très légitime du fait que, effectivement, la cybersécurité, moi, je ne peux pas dire je suis spécialisée de la cybersécurité dans tel domaine et autres. Puis je me suis dit, bon, de toute façon, posons la question. On verra, au pire, on va me dire, non, tu auras un nom. Et j'ai demandé à Nassira, je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'aimerais bien rejoindre l'association, est-ce que je serais potentiellement acceptée, n'étant pas une spécialiste de la cybersécurité, et le CEF6 m'a accueilli à bras ouverts. Et là, j'ai la chance, donc c'est relativement récent pour moi, c'est de cette année, et j'ai la chance du coup de découvrir ces formidables profils. Le CEF6, pour moi, c'est clairement une opportunité d'avoir toujours le regard à l'état de l'art de ce qui se fait, de ce qui se passe en temps réel. C'est extraordinaire. On a des échanges quotidiens sur des articles qui sortent, des femmes chez nous qui publient également des éditos. Donc, je vous invite vraiment
à nous rejoindre en tous les cas, au moins observez, vraiment faites-vous une idée. MP-moi, en tous les cas, envoyez-moi des MP, même si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Moi, j'aurais une chose à dire aussi, c'est que si quelque part il y avait un mantra, quelque part une citation que je retenais, c'est celle de Marc Lévy qui dit ceci, rien n'est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. Moi, ça a été mon cas et je pense qu'il faut quelque part s'autoriser à aller au-delà de ces verrous psychologiques et oser demander, oser solliciter. Natacha l'a très bien dit, nous ne sommes pas seuls, on se fait aider, on se fait accompagner. Donc n'hésitez pas, nous sommes là pour en tous les cas vous aiguiller, vous répondre pour toute question. Merci de votre attention. Merci Valérie, c'était formidable. Hein. Un témoignage à chaque fois passionnant, de femmes passionnées qui sont dans la cyber ou qui ne sont pas dans la cyber. Donc vous avez découvert 5 formidables cyberwomen, mais dans le livre il y en a 23, donc je vous conseille de l'acheter, hein, c'est pour l'association, et de découvrir ces profils passionnants, intéressants, passionnés. Et on va prendre quelques questions. Alors, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'on a des questions? Pas de questions? Est-ce qu'on a des questions? Il y en a plein des questions, mais je ne sais pas si... Non, pas de questions? Nassira, il y a beaucoup de questions en fait pour le film, mais je ne sais pas Pardon? si... je sais pas si Manon ou Steph vont nous les transmettre, mais il y a beaucoup de questions en fait. Ouais. Il y a beaucoup de questions, ouais. Il y avait Bon, Steph? il y en a une peut-être, comment se passe le mentorat, le programme de mentorat. Ouais. Il y a pas mal de questions là-dessus, je crois. Oui. Oui, pour répondre aux questions sur le mentorat. Donc je vois les questions arriver. Pour bénéficier déjà du programme de mentorat du CEPSIS, il faut adhérer. J'ai vu passer une question d'une personne qui a adhéré au CEPSIS, qui a fait une demande de mentorat, qui n'a pas réussi à avoir de réponse. Je suis entièrement désolée parce qu'à un certain temps, il y a eu OVH a migré sa plateforme et en migrant la plateforme, on a perdu des dizaines d'emails. Pratiquement, je suis restée avec l'équipe support pendant des mois pour récupérer. Et donc, certainement, s'il y a des mails qui sont perdus, on n'a pas vu ces demandes. Alors, s'il vous plaît, renvoyez-moi votre demande, qu'on puisse la traiter de nouveau. Mais en principe, tout le monde dans le CEPSIS il faut adhérer, peut bénéficier de ce programme de mentorat. Pour la formation sur la White Coat School, et que cette école, on a signé l'année dernière un partenariat pour former des femmes du CEPSIS, et on a participé aussi au programme, l'été dernier, au programme le contenu éducatif, pardon. J'ai travaillé moi-même avec l'école pour orienter l'information vers des aspects plutôt techniques, là où il y a de vrais besoins. C'est des formations courtes. Normalement, on devait lancer 2 formations en mars à Paris et une autre à Marseille, mais avec le Covid, tout est arrêté. Et donc, on suit généralement les filles qui vont dans ces écoles. Ensuite, il y a une question. Vas-y, Natacha, pour toi. Certified Ethical Hacking. Que pensez-vous de cette certification? Le son, Natacha. Ah, t'as pas de son, Natacha. Le son, c'est mieux. Pardon, là vous m'entendez? Oui. Super. Alors la certification certifiée d'ethical hacking, elle est bien, mais en fait on en entend beaucoup parler, sauf qu'il y en a une autre avant. Il y a la CND, Certified Network Defender. La Certified Network Defender, elle va apprendre tout ce qui est sécurité réseau, les firewalls, les proxys, etc. Une première approche des menaces. Une fois qu'on a passé la CND, effectivement la CEH, ça peut être pas mal.
Déjà parce qu'elle est connue, elle vous ouvrira les portes parce qu'on la demande souvent. En tout cas, c'est une des rares certifications en cyber que les DRH connaissent. Donc c'est toujours bon, mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, ils ont fait donc la CEH, c'est le quiz. Hein. Pourquoi je dis que c'est pas suffisant? Parce que si vous tombez sur quelqu'un de très technique, la CEH, ça reste du quiz. Tu apprends les questions par cœur, tu vas faire l'examen et tu sors certifié. Par contre, il y a d'autres certifications. Il y a la certification CEH Practical qu'on peut faire après. Et là, c'est un examen de 4 heures. C'est un examen de 4 heures, donc sur du lab. Donc, ça montre que vous savez faire et pas que vous savez juste répondre aux questions théoriques. Et après, comme ça, il y en a plusieurs. Donc, le CEH, par contre, ça va pas faire de vous un hacker. Ça va vous donner les bases du hacking. Donc, la CND, les bases de la défense et de la sécurité. La CEH, les bases de l'ethical hacking. Mais ça ne veut pas dire derrière que vous saurez faire. Pourquoi? Parce qu'il va vous manquer tous les aspects technologiques, méthodologiques, pardon. En fait, tout simplement, savoir-faire, hein, savoir quels documents il faut demander à une entreprise avant de faire un rapport de pentest, comment se protéger donc, légalement, comment délivrer, comment faire et délivrer un rapport de pentest. Et ça, c'est la certification d'après c'est l'EXA, le CSA, c'est la Security Analyst. Jusqu'à la LPT, qui est la licenciée de pentester, qui est donc la certification de pentester avancé. Donc, en gros, c'est la concurrente de l'OSCP. L'OSCP, c'est la certification d'Offensive Security, c'est ceux qui font Kali Linux. Donc, la CEH, c'est bien, mais c'est tout le parcours qui est intéressant. Moi, je faisais les recrutements l'année dernière dans mon entreprise dans laquelle j'étais, et la sécurité, c'est bien, c'est super, c'est passionnant, mais il faut pas apprendre à courir avant de savoir marcher. Si vous voulez être bon dans votre domaine et avoir un métier passionnant, il faut savoir respecter quelques étapes. Et ça vous empêche pas d'avoir un poste tout de suite. Hein. Il n'y a pas besoin d'être LPT ou SCP pour avoir un poste en cybersécurité. Hein. C'est juste que dans la sécurité, enfin moi je viens du réseau, on a une base assez logique et je tiens à la logique et c'est hyper important parce que la logique c'est ce qui fera que vous serez bon plus tard dans votre poste. Et quand on est bon, eh ben on a un meilleur poste à la clé et quand on a un bon poste à la clé, ben on s'amuse au lieu de traîner des pieds pour y travailler. Merci Natacha. Steph, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on avait des questions qui étaient plus simples de Valéria. Qu'entendez-vous par faille concrètement? C'était au tout début du webinaire quand on a commencé à parler des failles avec Mounir, effectivement. Est-ce que le fait de savoir comment est fait un ordinateur peut aider quand même? Bah oui, c'est le minimum, je pense. Je ne sais pas ce qu'en pense Mounir. Voilà, vas-y. Qu'en penses-tu? Natacha, la question pour toi. Voilà, elle est un peu pour toi, Natacha. Tu aimes la technique? Excusez-moi, j'étais dans le chat. Vas-y, Steph, voilà. Tout simplement, qu'entendez-vous par faille concrètement? Donc tout à l'heure, Mounir nous l'a expliqué. Par contre, est-ce que le fait de savoir comment est fait un ordinateur peut aider quand même quand on veut aller dans la cyber? Moi, perso, je pense que oui, mais pas forcément, vu l'expérience de vous toutes. Alors en fait, concernant la partie hardware, comment est fait un ordinateur ou même la partie software, comment il fonctionne, oui et non. Ça dépend des postes sur lesquels vous allez. Si vous allez sur un poste en gouvernance, excusez-moi mesdames qui êtes en gouvernance, mais vous n'en avez pas besoin. Pour moi, en tout cas, vous n'en avez pas besoin. Tout à fait, pas tout à fait. Parce que quand tu postules, le premier job, même en informatique, on te demande si tu as déjà décortiqué un PC. Et de toute façon, il faut au moins savoir ce que c'est. Enfin voilà, il y a quand même un minimum à savoir et se renseigner. Il y a une base. Ok. Ouais, pas se faire enfumer, en fait. Écoute, moi j'ai tiré les câbles sur les faux planchers, j'ai fait des stratégies de sécurité, donc ça se complète. Très bien, autant pour moi. Je me vendais sur un autre profil. C'est bien, c'est très bien, c'est le débat, c'est bien. C'est bien, c'est intéressant. Maintenant, pourquoi je disais ça? Parce qu'on parlait, la question était sur les menaces. On parlait des menaces juste avant. Et en fait, oui, c'est important parce que c'est important de savoir qu'en fait, il y a une menace qui peut être installée sur votre ordinateur avant que l'OS se lance, par exemple. Donc, ça va pas être les mêmes mécanismes de défense en fonction de la couche sur laquelle va être votre menace. Je sais pas si j'ai pas été trop technique. Si, c'est très technique, mais on arrive à comprendre. C'est tout simplement que l'ordinateur, ce n'est pas tout. Avant même qu'il s'allume, il y a un minimum, et c'est ce que tu viens de dire. Voilà. Donc, avant que Windows se lance, il peut déjà avoir un malware qui s'est lancé. Une atteinte de sécurité bien avant. Exactement. Après. Aline, Aline, tu peux rajouter quelque chose? Ouais, j'ai pas fini parce que là on a parlé donc de la partie hardware et effectivement des différents niveaux de menaces, mais une menace c'est pas que ça. Une menace ça peut être quelque chose qui a été mal organisé, qui fait une faille humaine, ça peut être quelqu'un qui fait un mauvais clic,
La faille, c'est ce qui va mettre en danger votre système. Il n'y a pas que les virus et les malwares. Hein. Oui, effectivement. Ça, hein. Ça peut être un câble malveillant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, exactement, il y a un câble piégé. Un câble piégé avec qui a un volume un peu trop gros, qui est un peu bizarre, quoi, qui a pas une forme standard. Voilà. Non, moi j'ai un câble, quand on vous offre des choses comme ça, vous posez la question. On vous les offre. Moi j'en ai un. Moi j'en ai un câble piégé et à l'œil nu, tu ne peux pas le reconnaître. En fait, la logique, que ce soit matériel ou logiciel. Tu n'entends pas, Laetitia? On a une perte de son, Laetitia. T'es en mute? T'es en mute. Enfin, en général, c'est des choses que tu reçois par la poste ou qu'on t'offre. Enfin, il faut se poser la question. Si on t'a offert quelque chose, en général, il n'y a rien de gratuit. Hein. C'est soit pour récupérer de la data derrière. Voilà. C'est juste qu'il faut avoir une bonne hygiène. Quand on va télécharger un logiciel, on va télécharger le logiciel sur le site de l'éditeur. Quand on achète un câble, on l'achète pas n'importe où, etc., etc. Parce que je maintiens qu'à l'œil nu, moi j'en ai un câble comme ça, tu ne le reconnais pas. Tu ne peux pas reconnaître un câble piégé d'un câble qui n'est pas piégé. Donc c'est l'hygiène de vie, c'est les règles que font toutes mes collègues là pour la sécurité qui vont être importantes et qui vont garantir cette sécurité. Merci. Oui. Aline, tu veux rajouter quelque chose avant de prendre une dernière question? Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que quel que soit votre métier en cyber, il faut que vous soyez crédible et il faut que vous ne vous fassiez pas enfumer. Donc, à un moment donné, on peut être quand même amené à aller cruncher un sujet technique. Il faut au moins se renseigner. Il faut avoir des bases parce que moi, en tant qu'RSSI, des présentations PowerPoint, j'en ai vu. Ou des gens super bons a priori en technique, j'en ai vu aussi. Et pour l'anecdote, je pose souvent une question, mais de base, c'est quoi une menace, c'est quoi une vulnérabilité, c'est quoi un risque? Le taux de réponse exact est super faible. Quand on ne comprend pas les notions de base, moi, ça me semble déjà dangereux. Et pour la technique, ben ouais, il y a des moments où on n'y coupera pas parce que c'est un domaine qui est en très forte expansion, c'est un domaine qui attire beaucoup et il y a du bon et il y a du moins bon, on va dire, sur le marché et votre budget, il sera pas extensible. Hein. Donc à un moment donné, il faut aussi pouvoir avoir un regard critique et pouvoir dire oui, là je sens que c'est bon ou là je crois qu'il est en train de me pipoter. Voilà. Alors, merci, justement. Merci tout le monde. Voilà, une dernière question où on va revenir sur Faisal, parce que Faisal l'avait posé tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai mis un sondage, si vous pouvez le remplir, s'il vous plaît, pour nous améliorer. On veut savoir les 4 webinaires du CEPSI, si vous avez laissé 4 ou un seul. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous trouvez que le niveau est bon, moyen ou mauvais? Merci de répondre, ça nous aide à nous améliorer. Alors, on attaque la dernière question. Oui. Alors, donc c'était effectivement Faisal qui posait la question de quelle formation me conseillez-vous pour bien commencer en cybersécurité? La personne a donc un bon background en réseau, mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Qui veut prendre la réponse? Aline? Moi, je dirais que les certifications aujourd'hui, ça fait pas tout, mais c'est important sur un CV. Si on veut franchir un certain cap dans le filtrage des CV, moi, je pense qu'il faut quand même passer par CISSP ou CISM. Ça serait dommage de se faire refouler sur des filtres de CV un peu automatisés. Et honnêtement, si ça apparaît pas aujourd'hui, on diminue quand même ses chances. Après, je dis pas que c'est pas ça qui va vous apporter le gros du background, mais c'est ce qui va vous ouvrir les portes. Donc, faut savoir jouer sur les deux tableaux. Et après, dans les formations, ça dépend de ce qu'on souhaite faire, mais il y a des formations, comme l'a dit Laetitia, il y a le CNAM, il y a des formations diplômantes, il y a des masters en cyber pour lesquels vous pouvez faire de la validation des acquis pour vous aider à avancer. Et oui, le mieux c'est de se référer au livre qui est plus complet. Mais ce que je veux vous dire rapidement, c'est qu'il y a des formations qui vont de 3 à 6 mois à 2 ans et que vous pouvez trouver quelque chose qui vous conviendra. Et n'hésitez pas à faire de la VAE pour gagner des modules et aller plus vite. Tout à fait. Très bien. Encore une fois, ça dépend ce qu'on veut faire.
choisi un métier, rien n'empêche par la suite d'aller vers autre chose. On commence par la gouvernance, on commence par la technique. C'est vrai que quand on commence par une formation de base technique ou réseau, ça peut aider par la suite de comprendre certains mécanismes. Mais ce n'est pas un prérequis si on veut par exemple faire auditeur, on veut auditer, faire des audits ISO 27001 ou d'autres types d'audits. On n'a pas forcément besoin d'avoir un grand background technique. Et derrière, pardon. Donc je disais, oui, un bon background technique, ça sert, mais c'est pas indispensable. On a terminé, je crois, les questions. Alors, j'ai une question. Quelle formation technicien d'assistance et maintenance helpdesk? Qui a fait du helpdesk? Bah tiens, Steph. J'en ai fait, effectivement. C'est pratique au tout début pour un peu apprendre le métier. Après, ce que je vais dire avec le recul, c'est que tout simplement, maintenant, comment dire ça, mon assistant en alternance avait découvert pas mal de fonctions sur le terrain, alors que dans les cours qu'il faisait donc pour son BTS, il ne voyait pas tout. Donc, le helpdesk t'apporte quand même pas mal de choses dans une certaine rigueur, mais après, tout le reste, tu vas l'acquérir, enfin, c'est mon avis, sur le terrain. Oui. C'est vraiment important, le terrain. Merci. Merci. Si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Je vous donne rendez-vous pour le prochain. Il y a deux autres webinaires en cours de préparation. Même si on est déconfiné, on reste quand même sur ce rythme de 2 webinaires par mois, parce que par semaine, c'est beaucoup de travail. Le prochain, on va peut-être revenir avec Natacha qui va nous parler de ce qu'elle fait dans le lab HP et comment elle fait du white hat, comment elle fait des tests, des pen tests, comment elle teste ses produits avant de les mettre sur le marché, tester les tests de stress, les tests, on va dire, de sécurité. Est-ce que les produits sont sécurisés ou pas? On va nous parler, donc ce sera très technique. Ensuite, on est en train de préparer un autre webinaire sur, cette fois-ci, la gestion de crise du côté plutôt juridique. Là, nous avons les juristes du CEF6, le micro à chaque fois, 3 avocats du CEF6 vont travailler sur le sujet et on va vous proposer ce webinaire d'ici peut-être fin mai ou début juin. Je remercie tout le monde, les filles, pour votre participation, Mounir aussi, et on espère vous retrouver d'autres webinaires. Adhérez au CEF6, venez avec nous. Vous aurez aussi l'occasion de participer et de transmettre à d'autres jeunes filles, à d'autres femmes, votre passion et le métier que vous faites. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.